Je me suis arrêtée devant la vitrine de la librairie abandonnée du Marais, mon reflet superposé à la poussière accumulée sur la vitre. Le panneau alloué était là depuis si longtemps que les bords du papier avaient jauni. Je pris une profonde inspiration tandis que le soleil parisien me tapait sur la nuque. Cette fois, je ne me permettrai pas d'hésiter. « Tu t'es décidé ou tu vas rester planté là toute la journée ?» La voix de Lucie semblait impatiente au téléphone. « Je suis là, juste devant, » répondis-je sans quitter la vitre des yeux. « Je crois que cette fois, je vais vraiment le faire. Écoute, Juliette, ça fait 3 mois que tu passes devant chaque matin avant d'aller à ce travail que tu détestes. Soit tu entres et tu parles au propriétaire, soit tu arrêtes de te torturer. » Lucie avait raison. Depuis que ma grand-mère m'avait laissé ce petit héritage, je n'avais fait que fantasmer de démissionner de la banque pour ouvrir ma propre librairie. Un rêve qui semblait ridicule pour une comptable de 32 ans avec un poste stable. Je rangeai mon téléphone et poussai la porte. Une clochette rouillée tinta au-dessus de ma tête, et l'odeur d'humidité et de vieux papier m'accueillit comme si l'endroit m'avait attendu toute ma vie. Le parquet grinça sous mes chaussures tandis que j'avançais entre des étagères vides et quelques livres oubliés. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Ma voix résonna entre les murs écaillés. Un homme âgé apparut d'une porte arrière. Il avait les cheveux entièrement blancs et des lunettes qui glissaient sur son nez. « Bonjour, mademoiselle. Je peux vous aider ? Je viens pour le panneau, celui de la location. » Ses yeux s'illuminèrent. Il me raconta que l'endroit avait été une librairie pendant plus de 50 ans, mais que son ancien propriétaire était décédé il y a 6 mois. Il se présenta comme étant Ernest, le propriétaire de l'immeuble, et me montra chaque recoin du local avec une fierté évidente. « Ce quartier a besoin que les librairies reviennent, » dit-il en passant la main sur une étagère. Maintenant, il n'y a que des bars pour touristes et des boutiques de souvenirs. Quand il m'annonça le prix du loyer, je sentis un nœud dans mon estomac. L'héritage de ma grand-mère suffirait à peine pour les travaux et les premiers mois. Je risquais tout. « J'ai besoin d'y réfléchir, » lui dis-je. « Bien sûr, mais ne tardez pas trop. Le gérant d'une chaîne de café est intéressé. » Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'imaginais l'espace transformé, avec des livres neufs et d'occasion cohabitant sur les étagères, des petits coins pour lire, peut-être une machine à café pour que l'arôme du café fraîchement moulu se mêle à celui des pages. Je le voyais si clairement que je pouvais presque le toucher. Le lendemain matin, j'entrai à la banque avec un calme étrange. Mon chef, M. Dubois, me regarda, surpris, quand je lui tendis ma démission. « Vous êtes folle, Juliette ? Nous sommes en pleine crise économique. Savez-vous combien de gens tueraient pour votre poste ? » « Sûrement beaucoup, » répondis-je. « Mais je ne peux plus rester ici. »« Et qu'allez-vous faire ? Changer de banque ? Je vais ouvrir une librairie dans le Marais. » Son rire fut comme une gifle. Une librairie. Comme si les gens lisaient encore des livres. Ces mots me poursuivirent toute la journée pendant que je vidais mon bureau et disais au revoir à mes collègues, certains avec des étreintes sincères, d'autres avec des sourires forcés et des commentaires sur mon courage qui sonnait comme de la pitié. L'après-midi même, je signai le bail avec Ernest. Quand il me remit les clés, je sentis un vertige qui me rappela mon enfance, lorsque je montais sur le toit de la maison de ma grand-mère à Saint-Germain-en-Laye. Peur et excitation mêlées. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Je peignis les murs, restaurai les étagères, créai des cartes de visite, négociai avec des distributeurs et des librairies qui fermaient pour racheter leur stock à bon prix. Je dormais à peine 4 heures par nuit et mes économies diminuaient à un rythme alarmant. Un après-midi, alors que j'essayais de déchiffrer un logiciel de gestion des stocks, je reçus un message de Thomas, mon ex. « J'ai entendu parler de ton aventure livresque. Besoin d'un coup de main ?» Je l'ignorais. Quand nous nous étions séparés 2 ans plus tôt, ses dernières paroles avaient été « Tu ne seras jamais capable de prendre des risques pour ce que tu veux vraiment. » Je n'avais pas besoin de son approbation maintenant. La veille de l'inauguration, je restais seule dans la librairie à ranger les derniers livres. J'avais décidé de l'appeler « L'écho des pages », un nom que ma grand-mère m'avait murmuré en rêve. J'étais épuisée, mais satisfaite. Les étagères en bois sombre brillaient sous les nouvelles lampes, et le petit coin lecture avec ses fauteuils en cuir usé invitait à se perdre dans les histoires. C'est alors que la porte s'ouvrit malgré le panneau fermé, et qu'un homme entra, grand, les cheveux poivre et sel, une légère cicatrice au-dessus du sourcil gauche.
Il portait un manteau noir trop épais pour la saison et tenait un livre usé entre les mains. « Excusez-moi, nous n'ouvrons que demain », dis-je en descendant de l'escabeau où je plaçais les derniers exemplaires. L'homme regarda autour de lui comme s'il cherchait quelque chose de précis. Ses yeux d'un vert inhabituel se posèrent sur moi. « Juliette Durand ?» Je sentis un frisson. Je ne me souvenais pas d'avoir utilisé mon nom de famille dans la moindre publicité pour la librairie. « On se connaît ? » « Pas personnellement, » répondit-il en avançant à pas lents. « Mais je connais très bien cette librairie, et je connaissais votre grand-mère, Élise. » La mention de ma grand-mère me laissa sans voix. Elle ne m'avait jamais parlé d'un quelconque lien avec cet endroit. « Je crois que vous vous trompez, » dis-je en essayant de garder une voix ferme. Ma grand-mère vivait à Saint-Germain-en-Laye. Elle n'avait rien à voir avec le Marais. Un triste sourire apparut sur son visage tandis qu'il posait le livre sur le comptoir. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur Élise. Et sur cet endroit, je regardais le livre qu'il avait laissé. C'était une première édition de L'Étranger de Camus, exactement la même que celle que ma grand-mère gardait comme un trésor dans sa bibliothèque. Quand je levai les yeux pour lui demander comment il l'avait eue, l'homme n'était plus là. Le jour de l'inauguration se leva avec une fine bruine qui embuait les vitres. Je parcourus les étagères une dernière fois, lissant les dos des livres et déplaçant ceux qui semblaient mal placés. La visite de l'homme de la veille m'avait laissée inquiète, mais je décidai de me concentrer sur ce qui m'attendait. Lucie arriva tôt avec des croissants chauds et un thermos de café. « Prête pour ton grand jour ?» me demanda-t-elle en posant le tout sur le petit comptoir en bois. « Je regrette presque, » avouai-je. « J'ai à peine dormi cette nuit, persuadée que personne ne viendrait. Arrête tes bêtises. Tout le quartier parle de l'inauguration depuis que tu as commencé les travaux. » À 10 heures précises, je retirai le panneau fermé et retournai celui ouvert, avec un nœud à l'estomac. Pendant la première heure, seuls 2 touristes italiens entrèrent et achetèrent un guide de Paris. Vers midi, quelques curieux avaient commencé à affluer, attirés par le café gratuit et les réductions d'inauguration annoncées sur l'affiche à la porte. Vers 15 heures, alors que je commençais à me sentir plus confiante, je le vis entrer. Le même homme que la veille, cette fois sans son manteau, mais avec la même expression énigmatique. Il se dirigea directement vers le rayon de la littérature française et commença à examiner les livres avec familiarité. Je m'approchai, tout en servant une dame qui cherchait un livre pour son petit-fils. « C'est pour son anniversaire », m'expliquait-elle. « Il aime les histoires d'aventure, mais pas ces cochonneries de vampires et de magie noire. » Je lui recommandai « L'île au trésor », dans une édition illustrée, et après l'avoir encaissé, je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers l'homme. « Il semble que vous ayez décidé de revenir », dis-je en gardant une certaine distance. Il leva les yeux du livre qu'il feuilletait. « Belle inauguration », répondit-il. « Votre grand-mère serait fière. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ni comment vous connaissiez ma grand-mère, mais... Je m'appelle Martin Verdier, m'interrompit-il en tendant la main. J'étais un ami d'Élise, il y a très longtemps. Écrivain, ou du moins c'est ce que j'essayais d'être quand nous nous sommes connus. J'hésitais avant de lui serrer la main. « Et comment saviez-vous que je serais ici? Comment avez-vous su pour la librairie ?» Un léger sourire apparut sur son visage tandis qu'il désignait la rue. « J'habite à 2 rues. J'ai vu les travaux. J'ai posé des questions. Et quand on m'a dit votre nom, eh bien, il n'y a pas tant de Juliette qui soit dans les petites filles d'Élise Durand. » Son explication semblait raisonnable, mais il y avait quelque chose dans son ton qui ne me convainquait pas tout à fait. Avant que je puisse insister, la porte s'ouvrit et un groupe de personnes entra en discutant vivement. C'étaient des professeurs du lycée voisin, comme me l'expliqua leur porte-parole, une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes à monture épaisse. Je passai la demi-heure suivante à leur montrer la section de livres scolaires et de littérature classique. Quand je retournai chercher Martin Verdier, il était déjà parti. À sa place, sur le comptoir, je trouvai une carte avec une adresse à Montmartre et un mot écrit à la main. Si vous voulez en savoir plus sur Élise et cet endroit, venez prendre un café. Demain, 17h. Ce soir-là, après avoir fermé, je restais à ranger le désordre laissé par les visiteurs. L'inauguration avait été un succès modéré. J'avais vendu plus que prévu et collecté les coordonnées de clients potentiels. Mais mon esprit revenait sans cesse à Martin Verdier et à son lien mystérieux avec ma grand-mère. Je cherchais son nom sur Internet. Il apparaissait dans quelques vieux articles littéraires. Il avait publié 2 romans dans les années 80, « La mémoire des murs » et « Chemin croisé », tous 2 avec des critiques favorables,
mais des ventes modestes. Après ça, plus rien. C'était comme s'il avait disparu du monde littéraire. Le lendemain, la librairie connut un flux constant de clients. Une dame âgée acheta plusieurs livres de jardinage, un étudiant cherchait des textes sur l'histoire de France, et un couple d'adolescents passa 1 heure dans le coin lecture à se partager des extraits de poésie. Je sentis pour la première fois que cela pouvait vraiment fonctionner. À 16h30, je demandai à Clara, une étudiante en lettres que j'avais engagée à temps partiel, de s'occuper de la boutique pendant que je partais régler une affaire. Je pris le métro jusqu'à Montmartre avec un mélange de curiosité et d'appréhension. L'adresse m'emmena à un vieux café nommé Les Chats de Baudelaire, un petit endroit avec des livres empilés dans chaque recoin et des photos en noir et blanc d'écrivains français couvrant les murs. Martin était assis à une table au fond, écrivant dans un carnet. Il leva les yeux quand je m'approchai. « Juliette, je n'étais pas sûre que vous viendriez. » Je m'assis en face de lui, déterminée à ne pas partir sans réponse. « Je veux savoir exactement quelle relation vous aviez avec ma grand-mère et pourquoi vous semblez si intéressé par ma librairie. » Un serveur s'approcha et Martin commanda 2 cafés noisettes sans me consulter. « Saviez-vous que votre grand-mère était éditrice ?» commença-t-il en fermant son carnet. « L'une des meilleures de Paris dans les années 70, avant d'épouser votre grand-père et de déménager à Saint-Germain-en-Laye. » L'information me prit par surprise. Ma grand-mère n'avait jamais mentionné cette partie de sa vie. Pour moi, elle avait toujours été la femme qui faisait des cakes au citron le dimanche et gardait ses économies dans une boîte à biscuits en fer. « Je l'ai rencontrée quand je lui ai apporté mon premier manuscrit, continua-t-il. Elle travaillait pour les éditions Gallimard. Elle a refusé mon texte, mais m'a offert des conseils qui ont changé ma façon d'écrire. Elle est devenue mon mentor et, avec le temps, mon amie. » Les cafés arrivèrent et je pris une gorgée, digérant l'information. Et qu'est-ce que tout cela a à voir avec ma librairie ? Martin sortit de son sac une vieille photographie et me la tendit. On y voyait une version jeune de ma grand-mère souriant aux côtés d'un groupe de personnes devant une librairie. Avec un sursaut, je reconnus le local. C'était le même que j'avais loué, bien que la façade fût différente. Elle s'appelait « Le Coin des mots », expliqua Martin. Votre grand-mère et ses amis l'ont ouverte en 1942. C'était plus qu'une librairie. C'était un point de rencontre pour les écrivains, les poètes et les étudiants. Un refuge en des temps sombres. Je ne comprends pas. Ma grand-mère était propriétaire de cette librairie ? Pas exactement. Elle faisait partie d'un collectif. Quand la situation politique a empiré sous l'occupation, ils ont dû fermer. Certains de ses amis ont disparu. Il fit une pause. Votre grand-mère a été l'une des rares à rester en sécurité, grâce à votre grand-père et ses contacts. Un frisson me parcourut le dos. L'histoire familiale officielle n'avait jamais rien inclus de tout cela. Ma grand-mère, la même qui me lisait des contes et m'avait appris à faire du pain maison, avait eu toute une vie que j'ignorais complètement. Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé ? Martin soupira. L'époque de l'occupation a laissé des cicatrices profondes. Beaucoup ont décidé d'enterrer cette partie de leur vie, de ne pas parler des amis perdus, des rêves interrompus. Je regardais de nouveau la photo. À côté de ma grand-mère se tenait un jeune homme au regard intense, qui tenait un livre. « C'est vous ?» Il acquiesça avec un sourire triste. « Et lui ?» dit-il en désignant un homme grand avec des lunettes. C'était Édouard Fournier, le véritable propriétaire du local. Il a été arrêté par la milice en 1944. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. J'avais loué le même espace où ma grand-mère et ses amis avaient créé un sanctuaire pour la littérature, sans rien savoir de cette histoire. « Il y a autre chose, » dit Martin en se penchant en avant. « Édouard a caché quelque chose dans cette librairie avant de disparaître. Quelque chose d'important. Et je crois que votre grand-mère vous a laissé cet héritage spécifiquement pour que vous ouvriez cet endroit pour une raison. »« Quelle raison ? Pour trouver ce qui est caché, » répondit-il en baissant la voix. « Et pour achever ce qui a été interrompu il y a 80 ans. » Avant que je puisse en demander plus, son téléphone sonna. Il regarda l'écran en fronçant les sourcils. « Je dois y aller, » dit-il en se levant brusquement. « Mais il y a quelque chose que vous devriez chercher. Une édition de L'Étranger, avec des annotations dans les marges. Pas celle que je vous ai montrée hier, mais une autre, identique, la vraie. Et où suis-je censé la trouver ?» Il s'arrêta un instant, déjà à mi-chemin de la porte. « À l'endroit où les livres se cachent du regard, » répondit-il énigmatiquement. « Soyez prudente, Juliette. Tous ceux qui s'intéressent à cette librairie
ne le font pas par amour de la littérature. Je le vis s'éloigner d'un pas rapide, me laissant avec un café à moitié bu et plus de questions que de réponses. L'eau de la douche coulait sur mes épaules pendant que je repassais mentalement la conversation avec Martin. J'avais à peine dormi quelques heures, me tournant et me retournant dans des draps froissés, hanté par des questions sans réponse. L'image de ma grand-mère en jeune éditrice engagée, si différente de la femme sereine que j'avais connue, ne cessait de me surprendre. J'arrivais à la librairie avant 9 heures, déterminée à chercher le livre que Martin avait mentionné, à l'endroit où les livres se cachent du regard. Les mots résonnaient dans ma tête tandis que je parcourais chaque étagère, chaque recoin. Faisait-il référence à une cachette secrète? Un double fond dans un tiroir? Je passais les heures entre le service des clients et l'examen méticuleux du local. Vers midi, la frustration commençait à me gagner. Clara me regardait avec curiosité pendant que je tapotais les murs à la recherche d'espaces creux. « Tu as perdu quelque chose, Juju ?» demanda-t-elle finalement. « Je vérifie juste la structure, » mentis-je. Le propriétaire m'a parlé de possibles problèmes d'humidité. À 15 heures, quand Clara partit, je fermai la porte à clé et me dirigeai vers la cave. C'était un petit espace que j'utilisais principalement comme entrepôt, avec des étagères métalliques remplies de cartons de livres que je n'avais pas encore classés. L'ampoule nue éclairait à peine l'atmosphère humide. Je m'assis sur un tabouret et observai les murs de briques apparentes. L'endroit où les livres se cachent du regard. Et si ce n'était pas une métaphore? Et si, littéralement, il y avait un espace où quelqu'un avait caché des livres? Je commençai à taper sur les murs, centimètre par centimètre. Rien ne sonnait creux. Je vérifiais les étagères, déplaçais des boîtes, soulevais le vieux tapis élimé. J'étais sur le point d'abandonner quand je remarquai quelque chose d'étrange sur l'un des murs. Une brique légèrement plus saillante que les autres. Avec des doigts tremblants, je poussai la brique. À ma grande surprise, elle bougea. Je la retirai complètement et découvris un petit creux derrière. J'introduisis la main et mes doigts touchèrent à quelque chose. Un livre. Je le sortis avec précaution. C'était une édition de L'Étranger de Camus, identique à celle que Martin m'avait montrée le premier jour. J'ouvris la couverture et trouvai une dédicace manuscrite. Pour Élise, gardienne d'histoire et de secrets. Que ces pages te guident quand ce sera nécessaire. E.F. E.F. Édouard Fournier. L'homme qui avait été arrêté. Je tournai les pages avec soin. Dans les marges, il y avait des annotations, certaines à l'encre bleue, d'autres au crayon. Beaucoup ressemblaient à des codes ou des références incompréhensibles. Sur certaines pages, des mots spécifiques étaient soulignés, formant ce qui semblait être un message caché. Le bruit de la porte de la librairie me fit sursauter. J'avais oublié de mettre le panneau fermé. Je rangeai le livre dans mon sac et montai rapidement. « J'arrive !» criai-je, pensant que ce serait un client. Mais celui qui m'attendait en haut n'était pas un client. C'était un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume impeccable et d'une expression sérieuse. À ses côtés, un jeune homme à l'allure de garde du corps observait l'endroit avec désintérêt. « Mademoiselle Durand ?» demanda l'homme plus âgé. « Oui, c'est moi. »« Mon nom est Albert Moreau », se présenta-t-il d'une voix qui semblait habituée à donner des ordres. « Je suis avocat et je représente la société Projets Urbains du Marais. Nous sommes intéressés par l'acquisition de cette propriété. Je suis désolée, mais elle n'est pas à vendre, répondis-je, confuse. Je ne suis que locataire. Il faudrait parler avec le propriétaire. Nous avons déjà parlé à monsieur Ernest, dit-il en sortant des documents de sa mallette. Il est disposé à vendre, mais votre contrat comporte une clause de préemption. Avant de résilier votre bail, nous devons vous offrir la possibilité d'acheter. Mon esprit tournait à plein régime. Ernest vendant le local? Après m'avoir dit à quel point il était important pour lui de maintenir une librairie dans le quartier? C'est très soudain, dis-je. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Moreau sourit froidement. Bien sûr, vous avez 72 heures selon la clause. Voici ma carte. L'offre est substantiellement plus élevée que la valeur du marché. Il serait prudent de l'accepter. Quand ils partirent, je m'effondrai sur une chaise. Que se passait-il? Était-ce une coïncidence qu'ils apparaissent juste après ma conversation avec Martin? Après avoir trouvé le livre? J'appelai Ernest, mais son téléphone sonna sans réponse. Je décidai d'aller personnellement chez lui, un petit appartement dans le 13e arrondissement qu'il m'avait mentionné lors de la signature du bail.
La concierge de l'immeuble, une femme âgée en tablier à fleurs, me regarda avec méfiance. « Monsieur Ernest, il est parti il y a 3 jours. Il a dit qu'il allait rendre visite à sa sœur à Lyon. Quelque chose clochait. Pourquoi Ernest serait-il parti sans rien me dire, sachant que je venais d'ouvrir la librairie et que je pourrais avoir besoin de lui pour un problème quelconque? Je rentrai à mon appartement dans le 15e, avec le sentiment de m'aventurer dans des eaux de plus en plus profondes et sombres. Dans la solitude de mon salon, je sortis le livre de Camus et commençai à étudier les annotations plus attentivement. Certaines étaient de simples commentaires littéraires. D'autres semblaient être des indices, des références à des lieux ou à des dates. À la page 42, une annotation attira mon attention. Les archives sont là où les chats dorment. Je me souvins immédiatement du café où j'avais rencontré Martin. Les chats de Baudelaire. Mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» répondis-je avec prudence. « Juliette, c'est Martin. » Sa voix semblait agitée. « Avez-vous trouvé le livre ? » ?»« Oui, mais je ne comprends pas. »« Ne parlez plus !» m'interrompit-il. « Votre ligne pourrait être sur écoute. Retrouvons-nous dans 1 heure à l'endroit où les chats dorment. Venez seul et ne le dites à personne. » Avant que je puisse répondre, il raccrocha. La paranoïa commençait à m'envahir. Martin exagérait-il ou y avait-il vraiment quelque chose de dangereux en cours? Je décidai de suivre mon intuition. Je cherchai sur Internet le nom Albert Moreau avec Projets urbains du Marais. Ce que je trouvais me glaça le sang. Il n'existait aucune entreprise de ce nom. Mais Albert Moreau, lui, était bien réel. Il apparaissait sur plusieurs photos anciennes comme un jeune cadre de la milice française pendant les années 40. La même milice qui avait été impliquée dans l'arrestation et la déportation de résistants. L'ascenseur dans mon estomac chuta de plusieurs étages. Il ne s'agissait plus seulement d'un mystère familial ou d'un livre avec des annotations curieuses. Je mettais les pieds sur un terrain dangereux. Je mis le livre dans mon sac avec mon passeport et un peu d'argent, juste par précaution. Avant de sortir, j'appelai Lucie. « Si je ne t'appelle pas avant minuit, contacte mon frère, » lui dis-je en essayant de paraître décontracté. « Dis-lui de regarder l'enveloppe que je lui ai laissée il y a quelques mois pour une urgence. »« Juju, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien de grave, mentis-je. Je suis juste prudente. » Le café « Les chats de Baudelaire » était presque vide quand j'arrivai. Martin n'était nulle part. Je m'assis à la même table où nous avions discuté la veille et commandai un café pour dissimuler ma nervosité. Au bout de 20 minutes, la porte s'ouvrit. Mais ce n'était pas Martin qui entrait, mais le même jeune homme qui accompagnait Albert Moreau à la librairie. Mon cœur s'accéléra. Je me levai précipitamment, laissant un billet sur la table, et me dirigeai vers la porte arrière que j'avais vue signalée comme sortie de secours. J'avais à peine fait 2 pas quand je sentis une main sur mon bras. Je me retournai, prête à crier, mais je me trouvai face au visage d'une femme âgée, d'environ 70 ans, aux cheveux argentés relevés en chignon. « Juliette Durand », dit-elle à voix basse. « Je suis Alexandra Roussel. J'ai travaillé avec votre grand-mère et Édouard. Martin ne viendra pas. Il a été arrêté ce matin. » Un bourdonnement emplit mes oreilles, tandis que la femme me guidait vers la sortie arrière. Les pièces commençaient à s'assembler en un puzzle terrifiant. « Que contient réellement ce livre ?» demandai-je alors que nous marchions rapidement dans des ruelles pavées. « Pourquoi est-il si important après tant d'années ?» La femme me regarda avec des yeux qui en avaient trop vu. « Ce n'est pas le livre en lui-même, » répondit-elle. « Ce sont les preuves qu'Édouard a cachées. Des noms, des dates, des lieux. La preuve de qui a ordonné les arrestations. Des informations qui pourraient traduire en justice des personnes qui occupent encore aujourd'hui des positions de pouvoir. » Un frisson me parcourut le dos, alors que le soleil commençait à se coucher derrière les immeubles parisiens, teintant le ciel d'un rouge intense qui ressemblait à un avertissement. « Nous devons bouger », insista Alexandra en accélérant le pas dans des rues de moins en moins fréquentées. « Il n'est pas sûr de rester au même endroit. » Je la suivis dans un labyrinthe de ruelles, jusqu'à un vieil immeuble de Belleville. L'interphone ne fonctionnait pas. Alors Alexandra sortit un trousseau de clés et ouvrit directement. Nous montâmes 3 étages par un escalier en marbre usé qui grinçait sous nos pieds. Son appartement était petit mais accueillant. Des murs couverts de livres, un fauteuil en cuir craquelé et des photographies en noir et blanc partout. Elle m'indiqua une chaise pendant qu'elle mettait de l'eau à chauffer pour le thé. « Alors comme ça, Élise ne t'a jamais parlé de nous ?» dit-elle.
plus comme une affirmation qu'une question. « Jamais », répondis-je en sortant le livre de mon sac. Pour moi, elle a toujours été juste ma grand-mère de Saint-Germain-en-Laye qui faisait des cakes le dimanche. Un sourire triste apparut sur le visage d'Alexandra. Élise a toujours été douée pour la pâtisserie. Elle nous nourrissait pendant les longues nuits de travail éditorial, quand nous révisions des manuscrits qu'aucune grande maison d'édition n'osait publier. Elle posa le thé sur la table et s'assit en face de moi. « Ta grand-mère n'était pas n'importe quelle éditrice », continua-t-elle. Elle avait un don pour repérer les textes qui, entre les lignes, parlaient de ce qui se passait dans le pays. Des textes qui utilisaient des métaphores et des allégories pour dénoncer ce qui ne pouvait être dit ouvertement. Et Édouard Fournier ? Martin a dit qu'il avait été arrêté en 1944. Alexandra prit le livre de mes mains et l'ouvrit avec un soin respectueux. Édouard était journaliste. Il enquêtait sur les liens entre les industriels et les occupants, les centres de torture de la Gestapo, la collaboration. Il a réussi à rassembler des preuves, des noms, des dates, des lieux, des témoignages. Quand il a su qu'ils venaient le chercher, il a tout caché. Dans le livre ? Pas exactement. Le livre est la clé, la carte pour trouver les preuves. Édouard était un fan de Borges et de ses labyrinthes. Si quelque chose doit rester caché, disait-il, qu'il soit à la vue de tous, mais dans un labyrinthe. Elle tourna les pages du livre, me montrant les annotations que j'avais vues plus tôt. Chaque marque, chaque soulignement, chaque note en marge fait partie d'un code. Édouard nous a appris à quelques-uns comment le déchiffrer, au cas où il lui arriverait quelque chose. Ta grand-mère était l'une de ces personnes. Et pourquoi maintenant ? Plus de 80 ans ont passé. Alexandra soupira profondément. Parce que l'échéance approche. Édouard a tout programmé pour que, s'il ne revenait pas, l'information soit rendue publique 80 ans après sa disparition. Ce délai expire dans 3 semaines. Je ne comprends pas. Si l'information allait être rendue publique de toute façon, pourquoi tant de secrets ? Pourquoi m'impliquer ? Parce que le mécanisme doit être activé, expliqua-t-elle en désignant une page spécifique du livre. Et parce qu'il y a des gens qui préfèrent que cela n'arrive jamais. Des gens comme Albert Moreau. Le nom me fit frissonner. Je l'ai cherché sur Internet. Il était de la milice. Il était bien plus que ça. La voix d'Alexandra se durcit. Moreau coordonnait les interrogatoires pour le compte des Allemands. Il décidait qui disparaissait et qui ne disparaissait pas. Après la libération, comme tant d'autres, il s'est reconverti en homme d'affaires respectable. Il a des relations, de l'argent, du pouvoir. Et il sait que si les preuves d'Édouard sortent, beaucoup comme lui finiraient en prison. Je me levai et marchai vers la fenêtre. La nuit était tombée sur Paris, et les lumières de la ville clignotaient comme des avertissements lointains. Comment ont-ils su pour moi ? Demandai-je finalement. Comment ont-ils fait le lien entre la petite fille d'Élise et la librairie ? Ils n'ont jamais cessé de nous surveiller. Tous ceux qui faisaient partie du cercle d'Édouard. Quand tu as loué ce local précis, quand tu as commencé à le rénover, ça a dû déclencher une alarme dans leur système. Je me retournai pour la regarder droit dans les yeux. Et ma grand-mère ? Pourquoi m'a-t-elle laissé de l'argent spécifiquement pour ça sans me dire la vérité ? Alexandra sourit tristement. Élise a toujours été prudente. Elle a probablement pensé qu'il était plus sûr pour toi de ne rien savoir, que tu agirais naturellement, sans le poids de cette connaissance. Mais elle t'a laissé les outils nécessaires, l'héritage, l'amour des livres qu'elle t'a inculqué depuis l'enfance. Elle se leva avec effort et se dirigea vers une étagère. Elle en sortit un album photo et me le tendit. Sur la première page, il y avait une photographie de ma grand-mère, jeune et souriante, avec un groupe de personnes devant une machine à écrire. Parmi eux, je reconnus Martin et Édouard Fournier. C'était notre groupe, expliqua Alexandra, tournant lentement les pages. Nous étions des idéalistes. Nous croyions que les livres et les mots pouvaient changer le monde. Et c'est pour ça que nous sommes devenus des ennemis du régime de Vichy. Elle passa à une autre photo où ils apparaissaient devant la librairie, la même que Martin m'avait montrée. Quand les arrestations ont commencé, nous avons essayé de garder l'endroit ouvert. C'était plus qu'une librairie. C'était un point de résistance culturelle, un espace où l'on pouvait respirer un peu de liberté au milieu de l'asphyxie. Et qu'est-il arrivé aux autres ? Demandai-je en désignant les autres personnes sur la photo. Le visage d'Alexandra s'assombrit. Charles et Marthe ont été déportés en 1943. On a retrouvé le corps de Raymond dans la Seine. Louis a réussi à s'exiler au Mexique. Martin s'est caché pendant des années en province.
sous une autre identité. Ta grand-mère, eh bien, ton grand-père avait des contacts au sein du gouvernement. Il a réussi à la protéger à la condition qu'elle s'éloigne de tout, qu'elle disparaisse à sa manière. L'image de mon grand-père, un homme sérieux et silencieux dont je me souvenais à peine, prit une nouvelle dimension. Avait-il été un héros qui a sauvé ma grand-mère? Ou faisait-il partie du système qui persécutait ses amis? Et vous? Demandai-je. Comment avez-vous survécu? Je suis partie en Suisse. Je ne suis revenue qu'il y a 10 ans, quand j'ai pris ma retraite de professeur de littérature à Genève. Je croyais que c'était sûr, que personne ne se souviendrait. Sa voix se brisa. Mais il semble qu'il y ait des mémoires qui ne s'effacent jamais, surtout celle de la culpabilité. Le téléphone fixe sonna, interrompant la conversation. Alexandra répondit avec prudence, écouta en silence, puis raccrocha avec une expression grave. C'était Michel, notre contact dans la police. Martin est en garde à vue pour trouble à l'ordre public, mais ce n'est qu'un prétexte. Ils le retiennent dans un commissariat du 18e. On peut faire quelque chose? Michel essaie de le faire sortir, mais c'est compliqué. En attendant, nous devons déchiffrer le code du livre. C'est notre priorité maintenant. Elle approcha une lampe et nous commençâmes à examiner les annotations page par page. Alexandra m'expliqua le système. Certains mots soulignés formèrent des messages lorsqu'on les lisait en séquence. Certains chiffres dans les marges étaient des coordonnées. Certaines marques apparemment anodines indiquaient des lieux spécifiques dans la ville. Nous travaillâmes pendant des heures. Mon esprit, entraîné aux chiffres et au bilan comptable, trouvait des motifs que même Alexandra n'avait pas remarqués auparavant. À minuit, nous avions une carte mentale de ce qui semblait être un itinéraire à travers Paris, avec 5 points spécifiques. C'est comme une chasse au trésor, murmurai-je en me frottant les yeux fatigués. Chaque lieu nous mènera au suivant. Édouard a toujours été comme ça, sourit Alexandra. Il disait que la vérité devait se mériter, pas à pas, que seul celui qui la valoriserait vraiment ferait l'effort de la trouver. Et le point final? Où sont vraiment les preuves? D'après ceci, dit-elle en désignant une séquence de chiffres que nous avions déchiffrés, dans une banque. Un coffre-fort. La sonnette de l'appartement retentit, nous faisant sursauter. Il était presque 2 heures du matin. Alexandra mit un doigt sur ses lèvres pour m'indiquer le silence et s'approcha furtivement de la porte. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « C'est moi, Michel », répondit une voix masculine. « Nous devons partir. Maintenant. » Alexandra ouvrit la porte. Un homme d'une 60aine d'années, en uniforme de police, entra précipitamment. « Ils ont réussi à faire parler Martin, » dit-il sans préambule. « Ils savent que tu es avec la petite fille d'Élise. Ils arrivent. »« Martin a parlé ?» demanda Alexandra, incrédule. « Pas volontairement, » répondit Michel avec un geste sombre. « Ils ont des méthodes qui n'ont pas beaucoup changé depuis les années 40. » Un frisson me parcourut en comprenant ce qu'il insinuait. Nous rangeâmes précipitamment le livre et les notes que nous avions prises. Alexandra jeta quelques affaires dans un petit sac à dos. « Où allons-nous » demandai-je alors que nous descendions les escaliers dans la pénombre. « Mettre en œuvre le plan d'Édouard » répondit Alexandra. « Terminer le labyrinthe. » L'aube parisienne nous accueillit avec une bruine fine qui trempait l'asphalte. Michel nous conduisit par des rues secondaires jusqu'à une vieille Renault 12 garée dans une rue sombre. « Cette voiture n'est pas à mon nom » expliqua-t-il en ouvrant les portières. « Ils ne pourront pas nous retrouver avec. » Alexandra s'assit à l'avant, tandis que je m'installais sur la banquette arrière. La ville endormie défilait comme un film en noir et blanc par les vitres embuées. « Où allons-nous exactement » demandai-je. « Au premier point de la carte » répondit Alexandra en sortant le livre de Camus. D'après nos notes, c'est la vieille imprimerie de Ménilmontant, où l'on imprimait les livres que nous distribuions à la librairie. Michel conduisit en silence, empruntant des itinéraires alternatifs et vérifiant constamment le rétroviseur. Après une 20aine de minutes, il arrêta la voiture à quelques rues du boulevard de Belleville. « Il faudra continuer à pied, » dit-il. « Cette zone a trop de caméras. » Nous marchâmes sous la bruine jusqu'à un bâtiment ancien avec une façade du début du XXe siècle. Une enseigne rouillée indiquant « Imprimerie de l'avenir » pendait de travers au-dessus de l'entrée murée. C'était l'une des imprimeries les plus importantes de Paris, expliqua Alexandra pendant que Michel forçait une porte latérale. Quand elle a fermé dans les années 90, Édouard a racheté le bâtiment par le biais de prête-noms. Personne ne savait que c'était à lui. L'intérieur sentait le vieux papier et le métal rouillé. Nos lampes de poche éclairaient des machines anciennes couvertes de poussière et de toiles d'araignée.
Alexandra se dirigea directement vers une vieille presse Heidelberg qui occupait le centre de l'espace. « D'après le livre, il y a quelque chose de caché dans la machine principale, » dit-elle en examinant les notes, là où les mots prenaient forme. Nous commençâmes tous les trois à fouiller l'énorme machine. Après plusieurs minutes, Michel découvrit un petit compartiment caché sous le cylindre principal. À l'intérieur, il y avait une enveloppe jaunie scellée à la cire. Alexandra l'ouvrit avec soin. Elle contenait une vieille clé et une carte avec une séquence numérique. « C'est la première pièce », murmura-t-elle. « Maintenant, il faut aller au deuxième point. » Un bruit à l'entrée nous alerta. Michel éteignit sa lampe de poche et nous fit signe de faire de même. Des pas lents et méthodiques résonnèrent sur le plancher. « Police !» chuchota Michel. « Mais pas des miens. » Nous nous faufilâmes vers l'arrière du bâtiment. Michel connaissait une autre sortie, un passage qui communiquait avec un immeuble voisin. Alors que nous avancions accroupis dans l'ombre, j'entendis des voix donner des ordres et le son reconnaissable des radios de police. « Comment nous ont-ils trouvés si vite ?» demandai-je quand nous atteignîmes une rue parallèle. « Ils doivent avoir quelqu'un d'autre dans la police », répondit Michel avec amertume. « Quelqu'un qui m'a suivi. » Alexandra rangea l'enveloppe dans sa veste. « Nous devons nous séparer, » dit-elle fermement. « Michel, tu dois retourner au commissariat avant qu'il ne remarque ton absence. Juliette et moi, nous continuerons le parcours. » Michel acquiesça, clairement mal à l'aise à l'idée de nous laisser seuls. « Soyez prudente. Essayez de ne pas utiliser de téléphone ni de carte. Et si vous n'avez pas le choix, allez à cette adresse. » nous tendit-il un papier avec une adresse aux Batignolles. « C'est la maison de ma sœur. Vous pouvez lui faire confiance. » Nous nous dîmes au revoir rapidement. Michel disparut dans la nuit tandis qu'Alexandra et moi prenions un taxi sur une avenue proche. Nous donnâmes une fausse adresse au chauffeur pour descendre à plusieurs rues de notre véritable destination. « Le deuxième point est dans le quartier latin », expliqua Alexandra, alors que nous marchions sous les premiers rayons de l'aube. Une ancienne maison qui servait de centre culturel clandestin pendant l'occupation. La maison s'avéra être une bâtisse délabrée avec de grandes fenêtres murées. Une pancarte « à vendre » était exposée depuis si longtemps que les lettres s'étaient complètement effacées. Alexandra sortit une autre clé de sa poche. « Édouard nous avait donné des copies des clés de tous ces lieux », expliqua-t-elle en ouvrant un portail latéral, au cas où nous aurions un jour besoin de suivre ses traces. L'intérieur de la maison était un espace vaste et vide, avec des parquets qui grinçaient à chaque pas. Alexandra se dirigea directement vers un mur du fond. « La bibliothèque invisible », murmura-t-elle, citant une autre des annotations du livre. « Ça doit être ici. » Elle commença à tapoter le mur, cherchant un espace creux. Finalement, une section sonna différemment. Alexandra appuya sur plusieurs points, jusqu'à ce qu'un mécanisme cède, révélant un petit compartiment caché. À l'intérieur, il y avait une boîte métallique de la taille d'un livre. Elle l'ouvrit avec la clé que nous avions trouvée à l'imprimerie. Elle contenait plusieurs microfilms et un petit carnet. « Une partie d'épreuve », expliqua-t-elle en feuilletant le carnet. « Ce sont des témoignages de survivants des camps, avec des noms d'officiers, des dates, des détails. Édouard les a collectés un par un. Pourquoi ne les a-t-il pas rendus publics à l'époque ?» demandai-je. Il a essayé, mais dans les années 40 et 50, personne ne voulait publier ça, et plus tard, il y a eu des pactes de silence. Les lois d'amnistie ont enterré de nombreuses enquêtes. Édouard a décidé de préserver les preuves pour un moment où elles pourraient rendre justice. Nous rangeâmes les documents dans nos sacs et continuâmes notre périple. Le troisième point nous mena à un vieil atelier de photographie dans le Marais, où nous trouvâmes des négatifs cachés dans un coffre-fort dissimulé derrière un miroir. Le quatrième point était une église près du Père-Lachaise, où le curé, un vieil homme qui avait connu Édouard, nous remit un paquet qu'il avait gardé pendant des décennies sans poser de questions. En milieu d'après-midi, nous étions épuisés mais exaltés. Nous avions des documents, des photographies, des enregistrements et des témoignages qui, selon Alexandra, constituaient des preuves solides de la participation d'Albert Moreau et d'autres à des crimes de guerre. « Il ne manque plus que le dernier point », dit Alexandra, alors que nous nous reposions dans un café de Saint-Germain. Le coffre-fort à la banque. Je bus mon café, sentant la fatigue dans chaque muscle. Les dernières 24 heures avaient été comme une chute dans une dimension parallèle, où ma grand-mère n'était plus seulement ma grand-mère, mais une pièce d'un puzzle historique bien plus grand.
Qu'est-ce qu'on fera de tout ça quand on aura tout ? Demandai-je. Édouard a laissé des instructions précises. Les documents doivent être remis simultanément à 3 destinations: la justice, la presse internationale et les archives nationales. Ainsi, s'ils essaient de bloquer l'un des canaux, les 2 autres continueront de fonctionner. Mon téléphone vibra. C'était un message de Lucie. Il y a 2 types qui posent des questions sur toi à la librairie. Ils n'ont pas l'air d'être des clients. Je montrai le message à Alexandra. Il resserra l'étau, murmura-t-elle. Nous devons finir ça aujourd'hui. Nous nous dirigeâmes vers la BNP Paribas de la rue de Rivoli. Alexandra expliqua qu'Édouard avait loué un coffre-fort au nom d'une fondation culturelle qu'il avait créée comme couverture. La combinaison est dans le livre, expliqua-t-elle pendant que nous cherchions les bonnes pages. Les mots soulignés dans la nouvelle de Borges, la bibliothèque de Babel. Je déchiffrai la séquence. Les numéros de page, les mots marqués et les symboles en marge formaient une combinaison alphanumérique. Je la notai soigneusement sur un papier. Nous étions à une rue de la banque quand Alexandra s'arrêta brusquement. « Quelque chose ne va pas », dit-elle en regardant vers l'entrée du bâtiment. « Il y a trop de gardes. » Effectivement, en plus des gardes habituels, 2 hommes en costume surveillaient l'entrée. L'un d'eux était le même qui avait accompagné Moreau à ma librairie. « Ils nous attendent », chuchotai-je. Alexandra acquiesça, pensive. « Ils doivent avoir découvert le schéma, peut-être grâce à Martin. Et maintenant, comment accède-t-on au coffre ?» Alexandra observa la rue, évaluant les options. Son regard s'arrêta sur un immeuble voisin. « Cet immeuble a une entrée qui communique avec la banque par le sous-sol, » expliqua-t-elle. C'était une issue de secours que nous utilisions dans les années 40. Si elle est toujours ouverte, nous traversâmes la rue et entrâmes dans un ancien immeuble de bureaux. Alexandra me conduisit à travers des couloirs et des escaliers jusqu'à un sous-sol poussiéreux rempli de vieux classeurs. Cet immeuble était une maison d'édition, expliqua-t-elle en cherchant quelque chose sur le mur du fond. Nous avions un accord avec le propriétaire, qui était aussi engagé dans la cause. C'est lui qui a créé ce passage. Après plusieurs minutes, elle trouva ce qu'elle cherchait. Un panneau qui, en étant pressé correctement, révélait une étroite porte métallique. De l'autre côté, il y avait un tunnel bas et sombre. « Je ne sais pas si la serrure de l'autre côté fonctionne encore », prévint-elle en se penchant pour entrer. Le tunnel était étouffant et sentait l'humidité. Nous avançâmes à 4 pattes, pendant ce qui parut une éternité, jusqu'à une autre porte. Alexandra manipula la serrure avec une habileté surprenante pour son âge, et elle finit par céder. Nous débouchâmes dans un local technique de la banque. Alexandra me fit signe d'attendre pendant qu'elle jetait un coup d'œil. Elle revint avec une expression grave. « Il y a des gardes partout », chuchota-t-elle. « Ce n'est pas normal. Quelqu'un les a prévenus. » « Qu'est-ce qu'on fait ?» Alexandra réfléchit un instant. « Il nous faut une diversion. » Elle sortit son téléphone, hésita un instant, puis composa un numéro. « Louis, c'est moi, Alexandra. J'ai besoin que tu actives le protocole Condor. »« Oui, après toutes ces années. C'est urgent. » Elle rangea le téléphone et me sourit. « Dans 15 minutes, nous aurons notre chance. » Louis faisait partie de notre groupe. Maintenant, il est producteur de cinéma. Il va tourner une scène devant la banque. Effectivement, quelques minutes plus tard, nous entendîmes de l'agitation dans le hall principal. Des voix, du matériel qui bouge, des ordres donnés. Nous jetâmes un œil pour voir une équipe de tournage s'installer à l'entrée, avec des caméras, des lumières et des acteurs. « C'est notre chance », dit Alexandra. Nous nous mêlâmes au personnel de la banque, qui était distrait par le tournage. Alexandra se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui connaît chaque recoin de l'endroit. Nous arrivâmes à la zone des coffres-forts sans problème majeur. L'employé responsable nous demanda nos papiers. Alexandra lui tendit une carte au nom de la fondation et la combinaison que nous avions déchiffrée. Après avoir tout vérifié, l'homme nous conduisit dans une salle privée avec le coffre. « Je vous laisse examiner vos biens », dit-il avant de se retirer. Alexandra ouvrit le coffre avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une enveloppe épaisse scellée et un petit magnétophone à cassette. « On a réussi », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Après toutes ces années. Mais alors que nous nous apprêtions à tout ranger dans nos sacs, la porte s'ouvrit. Albert Moreau entra, suivi de 2 hommes. « Madame Roussel, quel plaisir de vous revoir après tant d'années »,
dit-il avec un sourire glacial. Et vous devez être Juliette, la petite fille d'Élise. Vous avez quelque chose qui m'appartient. Le temps sembla se figer dans cette petite salle de la banque. Alexandra, à mes côtés, se redressa avec une dignité qui contrastait avec sa fragilité physique. Ses yeux se plantèrent dans ceux de Moreau, avec un mépris si pur qu'on aurait presque pu le toucher. « Ceci ne t'a jamais appartenu, Albert, » répondit-elle d'une voix ferme. « Ce sont les preuves de tes crimes, pas ta propriété. » Moreau sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Des crimes ? J'ai servi ma patrie en des temps difficiles. J'ai fait ce qui devait être fait. » « Ce qui devait être fait ?» La voix d'Alexandra trembla, non de peur mais de rage contenue. Arrêter des étudiants ? Torturer des professeurs ? Piller des familles ? C'est ça qui devait être fait ? L'un des hommes accompagnant Moreau fit un pas en avant, mais celui-ci l'arrêta d'un geste. « Quel discours émouvant, Alexandra ! Ça me toucherait presque, » dit-il avec sarcasme. Mais les temps changent. Personne ne veut remuer de vieilles blessures. Personne ne veut savoir ce qui s'est passé il y a 80 ans. Mon esprit tournait à plein régime. Nous étions piégés dans une petite pièce, avec une seule sortie bloquée par 3 hommes. La banque à l'extérieur était pleine de monde, mais crier serait inutile. Moreau avait sûrement assez d'influence pour gérer la situation. « Tu te trompes, » répondis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. « Il y a beaucoup de gens qui veulent, et ont besoin de savoir. Des gens comme moi, qui ont grandi avec des mensonges et des demi-vérités sur leur propre famille. » Moreau me regarda comme s'il venait de remarquer ma présence. « Ah, oui, la petite fille d'Élise. Ta grand-mère était intelligente, tu sais. Elle a su quand se retirer, quand accepter le nouvel ordre. » Contrairement à ses amis, ses yeux se détournèrent vers Alexandra. « Tu devrais prendre exemple sur elle. »« J'ai déjà appris, » répliquai-je. « J'ai appris que le silence peut être complice. J'ai appris que la mémoire est importante. C'est touchant, se moqua-t-il. Mais cette petite chasse au trésor se termine ici. Donnez-moi tous les documents que vous avez collectés. » À ce moment, je sentis la main d'Alexandra glisser quelque chose dans ma poche arrière. Un mouvement si subtil qu'il passa inaperçu de nos ravisseurs. « Et si nous refusons ?» demanda-t-elle. « Vas-tu nous faire disparaître aussi, en plein 2025, au milieu de Paris ?» Une ombre traversa le visage de Moreau. « Les méthodes changent, Alexandra. Maintenant, il y a des accidents de la route, des cambriolages qui tournent mal, des overdoses inexpliquées. La mort a de nombreux masques. » La froideur de ces mots me glaça le sang. Ce n'était pas une menace en l'air. C'était la confirmation que des gens comme lui continuaient d'opérer dans l'ombre, s'adaptant aux temps nouveaux, mais conservant intact leur pouvoir destructeur. « Donne-moi les documents, » insista-t-il en tendant la main. « Ou ton ami Martin ne sortira pas vivant de ce commissariat. » Alexandra pâlit. Lentement, elle prit l'enveloppe et le magnétophone du coffre et les lui tendit. Moreau les rangea dans sa mallette. « Les autres documents aussi » ordonna-t-il. « Tout ce que vous avez ramassé aujourd'hui. » Avec résignation, nous vidâmes nos sacs. Les microfilms, le carnet, les photographies, tout finit entre les mains de Moreau. Son sourire s'élargit tandis qu'il rangeait chaque pièce. « J'aime ça, la collaboration citoyenne, » dit-il d'un ton narquois. « Maintenant, nous allons sortir d'ici tranquillement. Mes collègues vous escorteront jusqu'à un endroit où nous pourrons poursuivre notre conversation. » Mon cœur s'accéléra. Quitter la banque signifierait nous perdre dans la nuit, devenir peut-être 2 femmes de plus sur la longue liste des disparus. Mais juste au moment où nous nous dirigions vers la porte, un vacarme secoua le hall de la banque. Des cris, des vitres brisées, des ordres à travers des mégaphones. Moreau et ses hommes se tendirent. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» murmura l'un d'eux en entr'ouvrant la porte. Ce que nous vîmes nous laissa bouche bée. La banque était envahie par un groupe de personnes avec des pancartes et des caméras. Ce n'était pas un tournage, c'était une vraie manifestation. Mémoire, vérité et justice. Non à l'impunité, lisait-on sur les pancartes. Parmi les manifestants, je reconnus des visages jeunes mais aussi quelques personnes plus âgées. Et devant, un mégaphone à la main, se tenait Louis, l'ami d'Alexandra. « Je n'ai jamais dit que le tournage était une fiction », chuchota Alexandra avec un sourire à peine perceptible. « C'est un documentaire, sur la lutte pour la mémoire. » Moreau jura à voix basse. Ces hommes se tournèrent vers lui, cherchant des instructions, momentanément distraits. C'est tout ce dont nous avions besoin. Alexandra me poussa en avant
et nous courûmes toutes les deux vers la foule. « Arrêtez-les » cria Moreau. Mais il était trop tard. Nous nous étions mêlés aux manifestants, qui nous accueillirent sans poser de questions. Des caméras de télévision filmaient tout. Moreau et ses sbires s'arrêtèrent net, conscients qu'ils ne pouvaient pas agir sous tant de témoins. Louis nous guida jusqu'à la sortie. Une voiture nous attendait dans une rue latérale. « Ça a marché », dit Alexandra en le serrant brièvement dans ses bras avant de monter. « Merci, comme au bon vieux temps », répondit-il avec un sourire. Alors que la voiture s'éloignait, je vis par la vitre arrière Moreau debout sur les marches de la banque, nous observant avec un regard qui promettait que ce n'était pas terminé. « On a tout perdu », dis-je avec amertume une fois que nous fûmes en sécurité. « Les preuves, les documents, tout ce qu'Édouard a gardé pendant des années. » Alexandra me regarda avec une expression énigmatique. « Pas tout », dit-elle en désignant ma poche arrière. « Regarde ce que je t'ai passé. » J'extirpai ce qu'elle avait glissé. Une petite clé USB. Pendant que nous collections les preuves, je numérisais tout avec mon téléphone. Chaque document, chaque photo, chaque témoignage, expliqua-t-elle. Édouard nous a appris à toujours avoir une sauvegarde, à ne jamais mettre tous nos œufs dans le même panier. Et l'enregistrement ? Les preuves du coffre-fort ? Alexandra sourit. Ce que nous avons remis était une copie. Édouard en avait préparé plusieurs. Mais il y a quelque chose de plus important. Elle sortit de son soutien-gorge un petit papier plié. Ça, c'était dans l'enveloppe du coffre. Je l'ai pris avant de la donner à Moreau. Elle le déplia. C'était une série de noms et de numéros. Ce sont les clés pour accéder aux véritables archives, expliqua-t-elle. Édouard n'a jamais cru que des objets physiques survivraient aussi longtemps. Il a crypté toutes les informations et les a réparties sur plusieurs serveurs internationaux. Ce sont les mots de passe pour y accéder. Une vague d'admiration m'envahit. Édouard Fournier, un homme disparu depuis plus de 80 ans, avait tout prévu, même l'ère numérique. Maintenant, je comprends pourquoi ma grand-mère voulait que j'ouvre cette librairie, murmurai-je. Ce n'était pas seulement pour le livre ou les indices, c'était pour boucler la boucle, pour que quelqu'un de son sang participe à la clôture de cette histoire. Ta grand-mère n'a jamais abandonné la lutte, confirma Alexandra. Elle l'a seulement transformée. Au lieu de tracts clandestins, elle te lisait des contes. Au lieu de manifestations, elle t'apprenait à penser par toi-même. Sa résistance a pris la forme de l'amour. La voiture s'arrêta devant un immeuble moderne de Boulogne-Billancourt. « C'est l'appartement de mon neveu », expliqua Louis. « Personne ne vous cherchera ici. » Nous passâmes les heures suivantes devant un ordinateur, accédant au serveur avec les clés d'Édouard. Ce que nous trouvâmes était bien plus que ce que nous avions collecté physiquement. Des rapports détaillés, des enregistrements audio, des copies d'ordres signés, des photographies de centres de détention, des témoignages classés par date et lieu. Avec ça, on peut faire tomber bien plus que Moreau, murmura Louis pendant que nous examinions les fichiers. Il y a des preuves contre des juges, des industriels, des politiciens, des fonctionnaires toujours en activité. Exactement ce que voulait Édouard, acquiesça Alexandra. Une justice tardive, mais une justice enfin. Cette nuit-là, pendant que Louis faisait des copies de sauvegarde et préparait des dossiers à envoyer aux journalistes, aux organisations de défense des droits de l'homme et aux tribunaux, Alexandra m'emmena sur le balcon. La ville s'étendait à nos pieds, ses lumières scintillant dans l'obscurité comme des étoiles tombées. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demandai-je, sentant le poids des événements des derniers jours. « Il y aura du bruit », répondit-elle en regardant l'horizon. « Des dénégations, des menaces, des tentatives de discréditer les preuves. Mais il y aura aussi la vérité. Et là où il y a la vérité, il y a finalement la justice. Et nous, Moreau ne va pas oublier. » « Non, il n'oubliera pas, » admit-elle. « C'est pourquoi nous devons rester sur nos gardes. Mais nous ne sommes plus seuls, Juliette. Il y a tout un réseau de personnes engagées pour la mémoire. Ta grand-mère faisait partie de ce réseau. Et maintenant, tu en fais partie aussi. Je pensais à ma vie d'avant, il y a une semaine à peine. La comptable qui rêvait d'ouvrir une librairie, sans savoir qu'elle suivait les pas de sa grand-mère, à plus d'un titre. La librairie, murmurai-je. Je veux la garder ouverte, la transformer en un espace de mémoire, comme elle l'était à l'origine. Alexandra sourit. Édouard aurait adoré cette idée. À l'aube, nous reçûmes l'appel que nous attendions. Michel avait réussi à faire libérer Martin. Ils étaient en route. Au même moment,
Les premiers dossiers d'information commençaient à parvenir à leur destinataire. Le mécanisme qu'Édouard avait conçu des décennies plus tôt se mettait enfin en marche. Une semaine plus tard, les titres des journaux confirmèrent que le passé ne meurt jamais tout à fait. Révélation de nouvelles preuves de crimes sous l'occupation. Des industriels et des juges impliqués dans la collaboration. Albert Moreau, arrêté alors qu'il tentait de fuir le pays. La librairie, l'écho des pages, devint ce qu'elle aurait toujours dû être. Un espace où les livres et la mémoire cohabitaient, où l'on organisait des lectures et des débats, où les nouvelles générations apprenaient le passé pour construire un avenir différent. Un après-midi, alors que je rangeais des recueils de poésie fraîchement arrivés, je reçus un paquet. Il n'y avait pas d'expéditeur, seulement mon nom écrit d'une écriture tremblante. À l'intérieur, il y avait une enveloppe jaunie et un bref mot. « J'ai trouvé ceci parmi les affaires de votre grand-mère. Je pense que c'est le bon moment pour que vous le lisiez. Ernest. » C'était une lettre de ma grand-mère, datée de 2 ans avant sa mort. Elle y racontait des fragments de son histoire qu'elle n'avait jamais osé partager de son vivant. Elle me parlait de ses peurs, de ses luttes, des amis perdus. Et à la fin, d'une écriture qui devenait plus ferme, elle me laissait un message. « La mémoire ne périt pas si quelqu'un la maintient en vie. Je l'ai fait pour mes camarades tombés. Maintenant, c'est à ton tour, Juliette. Non pas pour vivre dans le passé, mais pour construire un avenir où ces histoires n'auront plus jamais à se répéter. » Je rangeai la lettre à côté de l'exemplaire de L'Étranger qui avait tout commencé. 2 trésors qui parlaient de la même vérité, que les mots peuvent être le refuge le plus sûr pour la mémoire, et que les livres, comme les gens, ont toujours des histoires cachées qui attendent d'être découvertes.